Bonjour. On laisse le temps aux différentes personnes qui sont en pleine conversation de la conclure tranquillement. Et nous commencerons cette rencontre. Prenez votre temps. Hein. Je suis désolée, c'est un peu rude comme transition. Merci à tout le monde d'être venu. Au nom d'Équilibre et Population, je souhaitais vous remercier d'avoir fait le choix d'être parmi nous aujourd'hui. On sait que le 8 mars, c'est une journée qui mobilise beaucoup. Nous nous en félicitons d'ailleurs, mais vous avez sans doute dû faire des choix cornéliens qui vous ont mené jusqu'ici et on en est ravis. Peut-être quelques éléments de contexte très rapides pour introduire cette rencontre. Je ne sais pas si vous connaissez Équilibre et Population. Nous sommes une ONG française créée en 1993 par des médecins et des journalistes. D'ailleurs, il y a une ou deux personnes dans la salle qui étaient là à cette époque de 1993, et ce qui montre la preuve de leur engagement sur le long terme pour améliorer la santé et les droits des femmes dans le monde. En Afrique de l'Ouest francophone, notre travail est guidé par une double conviction. La première conviction est que les droits et la santé sexuelle et de la reproduction constituent des droits humains fondamentaux pour l'autonomisation des femmes. Et que leur non-respect impacte de manière cruciale la trajectoire de millions de femmes. On va en reparler plus tard. C'est quelque chose qui guide en grande partie notre travail dans la région. La deuxième conviction, c'est qu'aucune avancée significative ne pourra être faite en Afrique de l'Ouest francophone sur ce sujet-là sans une mobilisation extrêmement large. Aujourd'hui, parmi les acteurs et les actrices du changement, les ONG locales, selon nous, constituent des actrices vraiment, dont le travail est vraiment irremplaçable, un travail qui est souvent fait dans des conditions difficiles, mais qui s'inscrit sur la durée. À leur côté, nous avons des hommes, des femmes, professeurs d'école, personnel sanitaire, chanteurs, chanteuses, jeunes, activistes, mères et pères qui font bouger les lignes au quotidien, et leur engagement nous semble également indispensable pour cela. On a vraiment la conviction que c'est la masse critique de ces différentes initiatives qui, dans le long terme, donnent toute la légitimité à cette action sur un sujet qui est compliqué, la question des droits des femmes, de l'accès à la contraception, et qui conditionne les chances du succès de ce combat. Équilibre et Population est vraiment très fier d'apporter sa contribution à cette dynamique, notamment en appuyant des associations, 21 exactement, réunies au sein d'une alliance qui s'appelle Alliance Droit et Santé, et qui, au quotidien, mobilise les décideurs pour que des politiques et de l'argent soient mis sur la question des droits des femmes, car la question des crédits pour faire avancer cette question est fondamentale, mais qui aussi, plus largement, mobilise les citoyens et les citoyennes sur ce sujet-là, informe, sensibilise. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Ce travail ne pourrait être fait sans le soutien et la confiance, et sans que ces convictions puissent être partagées par des bailleurs. En l'occurrence, pour ce projet-là, la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Agence française de développement, ce qui me permet de faire une transition toute trouvée pour donner la parole à Pierre Salignon, qui est responsable de la division du partenariat avec les OSC et qui va officiellement vous accueillir puisqu'il représente notre hôte aujourd'hui. Bon, merci, on est très heureux de vous accueillir ici à l'Agence française de développement. Donc, comme cela a été dit, je suis responsable d'une division qui est en charge des partenariats avec les organisations de la société civile.
Vous verrez dans les semaines à venir, vous aurez accès à un document qui va être diffusé largement, qui est ce qu'on appelle notre cadre d'intervention transversale et qui résume, grosso modo, nos objectifs, nos intentions dans ce sens, sachant que la division, elle travaille de deux manières. Elle travaille dans un dispositif où les organisations non gouvernementales françaises sont amenées à déposer des projets et donc à leur initiative. Et c'est dans ce cadre-là, hein, d'ailleurs, que avec Équilibre et Population a été décidé ce financement. Et puis on est aussi amené progressivement dans une organisation, l'Agence française de développement, qui est une institution bancaire, hein, qui travaille beaucoup avec les États, à, d'une certaine manière, transversaliser la notion de partenariat avec les organisations de la société civile, qui est vraiment une relation majeure. Alors, quand on parle d'accès aux services de base, en particulier, je voyais tout à l'heure l'exposition que vous avez peut-être vue ou que vous verrez tout à l'heure de photographie, mais clairement, et par expérience pourrait se passer souvent dans différents pays africains, sans les institutions ou les organisations communautaires, il est difficile de penser qu'un sujet comme la contraception, le fait de choisir quand, combien on veut d'enfants, ne progressera pas comme on le souhaite, dans le sens où les services de santé sont souvent eux-mêmes déjà en difficulté et que les institutions communautaires ont une place centrale dans ces démarches. Donc on est très heureux d'accueillir le débat qui va suivre. On s'en nourrit beaucoup grâce à l'expertise d'Équilibre et Population ou d'autres organisations qu'on est amené à soutenir. Je pense notamment à Médecins du Monde, avec lesquels on a travaillé autour du droit à l'avortement. Et puis, il y a différents partenaires, d'une certaine manière, qu'on est amené à croiser, que ce soit dans le cadre des activités de nos différentes divisions techniques, je pense à la division santé et protection sociale, ou dans le cadre du dialogue qu'on peut avoir avec un certain nombre d'États, notamment africains, qui sont très en demande d'appui, d'expertise, voire de relations, on va dire, renforcées avec des acteurs de la société civile, ONG ou pas, qui sont susceptibles de les aider demain à mieux faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. On pense aux questions de démographie, mais on pense tout simplement aux questions de droits des femmes, d'équilibre de pouvoir, de capacité à choisir sa vie et ses risques, etc., etc. Donc voilà, bon, ceci dit, je ne vais pas être très long. On pourrait rentrer ici en faisant un peu une sorte de descriptif des différents programmes que l'AFD est amené à financer dans le champ de la santé. Ils sont nombreux. Je veux quand même souligner que sur les enjeux de santé maternelle, reproductive, même s'il y a bon nombre de démarches qui sont engagées dans le cadre des financements qu'on mobilise à travers les États, on a vu, on va dire, les dotations financières en dons qui étaient mobilisées à travers notamment d'un programme qui s'appelle Muscoca, qui avait été mobilisé il y a quelques années, progressivement se réduire. Alors Muscoca continue à exister. Il y a de l'aide financière qui est toujours apportée notamment par la France, notamment au travers de l'UNICEF. Mais on va dire que les dotations annuelles qui étaient consacrées à la santé maternelle et reproductive se sont relativement réduites, ce qui est un vrai enjeu au regard de la demande des organisations de la société civile, au regard de la demande des États eux-mêmes. Et donc je pense que ce que vous disiez tout à l'heure en matière de plaidoyer est central. Ce n'est pas des combats perdus, il faut continuer à la fois mobiliser les bailleurs, les États, les donneurs d'ordre d'une certaine manière pour avoir plus de capacité demain pour faire face aux enjeux et aux défis qui sont devant vous. Puis le dernier point que je pense qui est important, c'est qu'on est très heureux ici toujours d'accueillir non pas un public parisien, et donc des personnes qui sont capables de parler de la vie au quotidien dans un certain nombre de régions et des difficultés qu'elles peuvent être amenées à rencontrer ou voir des évolutions de société qui sont en cours. C'est vraiment essentiel de changer le prisme trop souvent descendant en fin de compte de la relation du développement et de partir des besoins on va dire, des populations, des personnes directement concernées. Donc, en ce sens, merci
à Équilibre et Population d'avoir proposé quelque part à l'AFD d'organiser dans ces locaux ces échanges. Permettez-moi aussi de remercier Florence qui est au fond de la salle, qui suit les projets en lien avec Équilibre et Population pour avoir facilité l'organisation de cette réunion et de ces échanges. Voilà, donc bonne discussion et la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, en réaction, vous dire qu'on est quand même absolument ravis et quelque part, on n'en doutait pas, mais c'est important de savoir que nous avons des alliés dans la maison et des gens avec qui on partage une certaine vision du développement et notamment de l'importance de donner la parole aussi aux citoyens, aux citoyennes d'Afrique de l'Ouest francophone. Et puis, je prends votre intervention un peu comme une invite à renouveler cette opération. Et donc, nous reviendrons, je l'espère, nous en reparlerons l'année prochaine, plus nombreux encore, et j'espère qu'on arrivera à mobiliser très largement, parce que je pense effectivement que ces voix diverses qu'on va entendre tout à l'heure sont des voix qu'il est important de faire entendre. Et nous avons un rôle à jouer dans ce cadre-là, les journalistes également. Je pense qu'il faut une mobilisation aussi large pour changer un peu le prisme à travers lequel nous regardons les sujets de développement. Donc merci beaucoup. Sans plus attendre, et parce que les images valent mieux que des longs discours, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous diffuser un tout petit documentaire qui a été réalisé par une société de production locale, burkinabé exactement. J'insiste là-dessus parce que dans le cadre des projets qu'on mène, on est toujours un peu en tension entre le fait un certain standard nécessaire de communication et puis le fait aussi de travailler avec des partenaires locaux. C'est le choix qu'on a fait et ça nous a permis d'avoir ce petit film qui présente les activités de l'Alliance Droit et Santé et donc des 21 associations dont je parlais tout à l'heure, qui sont appuyées notamment grâce au projet que l'on mène avec l'Agence française de développement. Nathalie, est-ce qu'on peut lancer le film? Très bien. La planification familiale n'est pas encore ancrée dans nos coutumes. On a des jeunes qui sont là depuis des années qui n'ont jamais usé d'un préservatif. Au niveau socio-économique, les services de contraception ne sont pas gratuits. Quand on parle de santé sexuelle, en Afrique, c'est tabou. Les adultes ne comprennent pas que les jeunes ont besoin de ces services-là. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas libres d'exploiter leur sexualité comme il le faut. Ils ne sont pas libres de parler de leur sexualité comme il le faut. En matière de santé de la reproduction, il faut le dire, si c'est sur le plan juridique, nous avons tout pour que les femmes et les hommes soient vraiment bien soignés et heureux. Mais c'est l'application qui pose problème. Nous constatons que ces politiques ou encore ces instruments juridiques ne sont pas véritablement mis en œuvre. Donc je pense que si aujourd'hui il y a une loi qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec la santé sexuelle et reproductive ou en rapport avec la planification familiale, il est impératif que cette loi-là soit effective au niveau de la communauté. N'oublions pas que la planification familiale est le point nodal pour atteindre un développement durable, surtout dans nos sociétés. Après les engagements de Ouaga, nos autorités ont également signé des accords, des conventions en faveur de la paix. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire
qu'est-ce que les autorités peuvent faire maintenant? Donc il fallait trouver un cadre pour suivre, pour bouger ces engagements-là. Nous avons décidé de nous mettre en consortium au niveau de l'Alliance pour mener à bien cette lutte qui nous tient à cœur. L'Alliance, c'est une dynamique sous-régionale. 5 pays qui partagent pratiquement les mêmes préoccupations. C'est des organisations et des personnes qui ont en commun de travailler sur les questions de SRPF. Dans un premier temps, nous avons fait l'analyse politique, économique et sociale qui nous a permis, si vous voulez, d'identifier les problèmes sur lesquels nous voulons promouvoir le changement. Analyser les cibles un peu, quelles sont leurs activités, quels peuvent être leurs centres d'intérêt et aussi voir un peu au niveau national où est-ce que nous en sommes. Les différentes étapes de la conduite d'un plaidoyer, c'est d'abord identifier le problème. C'est quoi on veut attaquer? Quelles sont les différentes implications? Quelles sont les cibles? Quelles sont les personnes impliquées? Nous avons défini 3 axes de plaidoyer. Le premier axe qui consiste à intégrer l'éducation complète à la sexualité dans les programmes à enseigner. Le ministère a déjà pris l'engagement d'aménager dans chaque district sanitaire du Sénégal un espace d'information pour les adolescents jeunes. Et nous, notre objectif est de le pousser à travers une pétition à opérationnaliser rapidement cet engagement. Le deuxième axe de plaidoyer, c'était justement la gratuité de l'APF. Ce que nous voulons, c'est inscrire au niveau du PDC une ligne clairement planification familiale. Et quand je prends l'exemple du plan d'action d'accélération de la planification familiale au Burkina Faso, l'Alliance y a fortement participé en mobilisant les jeunes pour que les besoins de ces jeunes puissent être vraiment mis au cœur de ce nouveau plan. Ce que nous visons, c'est au moins que 12 leaders religieux et coutumiers puissent s'engager en faveur de l'APF. L'objectif n'est pas de dire qu'on va seulement réduire les décès maternels et infantiles et autres, mais c'est de garantir le bien-être justement à chaque membre de la population. Il faut identifier le bon décideur, essayer de travailler avec lui. Il faut aussi avoir le bon message. Nous avons à notre actif pu enclencher certaines actions au niveau étatique et nous avons intégré pas mal de dynamique dans le processus de révision ou d'élaboration de nouvelles politiques ou de stratégies. Nous avons essayé de rencontrer les directeurs qu'il fallait, les ministres qu'il fallait, pour expliquer notre préoccupation. Nous essayons de sonner l'alerte ou d'attirer l'attention par rapport à une position que le gouvernement ou certains partenaires peuvent avoir pris. Et nous avons réfléchi, si nous faisons porter l'idéal par la base, peut-être que ça va obliger la main, ça va forcer la main au pouvoir central. Nous avons aussi choisi de travailler non pas au niveau national, mais au niveau de 3 arrondissements de Ouagadougou, dans le sens de faire comme un entonnoir. Donc les arrondissements travaillent et on va vers la mairie centrale. On a eu à former les porte-paroles des maires plaidoyers. Nous nous sommes rendus compte qu'il est nécessaire de prendre en charge la santé de la reproduction en écrivant une ligne budgétaire. Nous avons pris la décision au niveau du conseil municipal de dégager un budget pour permettre à certains centres de santé de s'équiper pour la planification. Une alliance comme celle-ci vient appuyer la collectivité dans ses recherches de solutions.
On fait un plaidoyer communal, on fait un plaidoyer au niveau des ministères. Et depuis le lancement de ce projet, on a réussi à obtenir plein d'engagements. Et je pense que c'est une réussite à valoriser. Des maires se sont engagés, des décideurs se sont engagés à mettre un budget supplémentaire pour soutenir la planification familiale dans chaque pays. Dans nos pays, pour faire le plaidoyer, il faut avoir une masse critique avec soi. Mais il faut qu'on soit en mesure de montrer que derrière nous, nous avons 12 000 jeunes et 12 000 femmes qui sont là et qui portent la même cause que nous. Il fallait un cri de cœur, un cri des communautés elles-mêmes. On essaye de créer des événements de mobilisation sociale où on invite les communautés, on invite les décideurs à interagir ensemble, à débattre ensemble pour que des changements puissent être opérés. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris suite à ces événements et mobilisateurs que nous avons organisés. Donc du coup, mobiliser les citoyens avec nous, mobiliser d'autres organisations nous aide seulement à créer cette alliance entre les bénéficiaires de ce plaidoyer afin qu'ils puissent porter ensemble une voix commune vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis des cibles de plaidoyer. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Ces champions, c'est des gens qui sont considérés dans la société comme étant des modèles. Déjà, c'est un honneur. C'est un plaisir. On le fait parce qu'on a envie de contribuer à la construction de notre société. Comme si on était des dénonciateurs, en fait, la société civile. On rappelle, on met en exergue, on attire l'attention sur certaines choses. L'autre chose, c'est aussi un défi. J'ai eu aussi l'opportunité de représenter les jeunes, de discuter avec des décideurs, des jeunes, des parties prenantes, pour faire en sorte que la santé reproductive des adolescents et jeunes puisse être davantage prise en compte. On essaie au maximum de faire passer l'information. Le hip-hop peut jouer un grand rôle. Le hip-hop joue déjà ce rôle-là. Souvent, je me déplace pour aller dans les cliniques, dans des hôpitaux, pour des centres de santé, pour interviewer et les malades et les médecins. Aujourd'hui, nous constituons un dispositif indispensable. Et actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mènent. Nous pouvons en être fiers. Le RAES a formé des journalistes sur des questions de planification familiale, sur le plaidoyer. On nous a conviés à Dakar pour vraiment faire une formation, un renforcement de capacité de 2 de nos journalistes pour pouvoir après essayer de dérouler des émissions avec Alliance Droit et Santé. Nous avons aussi produit 80 émissions radio depuis 2013 qui ont été diffusées des centaines de fois dans plein de radios communautaires dans tous les pays d'intervention de l'Alliance. Nous savons que la population écoute ces émissions. Pourquoi? Parce que encore l'idée géniale que ADS a eue, c'était de mettre en place des clubs d'écoute. On informe des amis, des frères, des sœurs à écouter aussi l'émission en même temps que nous. Après l'émission, on retourne à leur domicile avec des questionnaires maintenant pour s'acquérir de leur compréhension, de leur avis. Ça nous permet de rehausser encore notre voix et de faire attendre tant aux autorités qu'à la population nos préoccupations vis-à-vis des questions de santé sexuelle et reproductive. Mais aujourd'hui, nous avons mobilisé une société civile capable de s'engager, mais une société civile aussi capable de s'ouvrir demain pour justement mieux avancer sur ces questions-là. Faire partie d'un mouvement global au niveau sous-régional qui se mettent, où des organisations se mettent ensemble et œuvrent ensemble pour l'atteinte du même objectif. Non seulement au niveau pays, mais également au niveau d'autres pays de la sous-région. Les ateliers ou les rencontres ou les échanges par mail que nous avons avec les autres organisations nous permettent aussi de prendre un peu les bonnes pratiques chez les autres afin de renforcer les nôtres. Ce qui permet d'être sur le terrain beaucoup plus efficace. Mais de plus en plus, nous portons la voix de l'Alliance ensemble partout où nous allons pour promouvoir nos activités. Je souhaiterais que vraiment cette fois-ci, que ça ne s'arrête pas, qu'on puisse aller de l'avant. Pour qu'à l'horizon, peut-être 2020, de 6 pays, pourquoi ne pas aller jusqu'aux 10? Seul, on peut atteindre des objectifs, mais pas de très grands objectifs. Par contre, ensemble, quand on est plusieurs, on peut arriver justement à réussir de très grandes choses.
Nous pensons que si l'Alliance Droit et Santé n'était pas créée, elle valait la peine d'être créée. Donc, voilà une introduction qui permet de mieux saisir peut-être la dynamique dans laquelle nous sommes engagés avec ces 21 associations. Aujourd'hui, l'Alliance Droit et Santé donc intervient dans 6 pays. Et comme vous l'avez vu, le maître mot est mobilisation, c'est-à-dire mobilisation à tous les étages, au niveau communautaire, au niveau de la société et au niveau des décideurs. L'important, et on l'a entendu de nombreuses fois, c'est de donner la parole, que les voix puissent s'exprimer. Cela prend différentes formes d'expression, de la sensibilisation à la revendication, et c'est dans la diversité de ces formes d'expression, je pense que ce type d'action a son intérêt et montre son efficacité. Alors, comme vous l'avez vu, on a entendu beaucoup d'acteurs associatifs et d'actrices. Leur volonté, c'est de travailler très largement avec tous les représentants de la société civile. Vous avez d'ailleurs, si vous avez ouvert votre joli sac, vous avez une publication qui s'appelle « Autonomisation des femmes et contraception en Afrique de l'Ouest, les voies du changement », dans lequel vous avez des extraits des témoignages de ces personnes qui au quotidien font bouger les choses et qui font alliance avec les associations pour le combat des droits des femmes. Et c'est précisément 3 d'entre elles, 3 de ces championnes que nous allons accueillir maintenant et à qui nous allons donner la parole. Alors, on va d'abord accueillir une jeune femme qui vient du Mali, qui s'appelle Adam Dicko. Adam Dicko est championne PF, présidente de la JICAD. Je t'en prie, Adam. Elle nous en dira un peu plus, été passionnée par le sujet des droits des femmes et des droits sexuels et de la procréation depuis très jeune. Ça fait combien de temps maintenant? Une dizaine d'années que tu travailles sur ce sujet-là. Elle participe à différentes instances et à différents mouvements, y compris au niveau onusien. Et nous sommes donc très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Peut-être des applaudissements pour Adam. J'invite également à nous rejoindre Marie-Victorine Bambara, qui vient, elle, du Burkina Faso, qui est médecin gynécologue, qui a été chef du service de gynéco-obstétrique d'un hôpital de district à Ouagadougou, et qui est maintenant responsable pour Pathfinder d'un projet qui s'appelle Nyamakre, qui veut dire le choix. Absolument. Bienvenue. Et pour finir, nous accueillons Safia Aminami, qui nous vient du Niger, qui est artiste, autrice, compositrice, chanteuse, qui a également fait des études d'économie et qui concilie ces 2 passions, notamment en prenant la parole régulièrement, en chantant sur des sujets de société. Elle a participé à plusieurs projets sociaux qui concernent les droits de l'enfant, mais aussi du droit des femmes. Et nous sommes également heureuses et heureux de l'accueillir. Merci beaucoup à vous 3. Alors, peut-être quelques éléments pour vous proposer, pour vous donner une idée de la suite du déroulé. On va donner la parole à nos 3 invités. On va garder un temps suffisant pour les échanges. Je pense que c'est important que vous puissiez poser toutes les questions que vous le souhaitez à cette occasion. On les a pendant 1h30, donc on va en profiter. Et puis après, tout le monde sera invité à voir l'exposition qui est juste dans le grand couloir de l'AFD et à boire un verre ensemble pour continuer les discussions de manière conviviale. Pour commencer, peut-être, mesdames, une question très, très générale. Comment vont les droits des femmes dans vos pays respectifs? Marie-Victorine, alors au Burkina Faso. Merci. Bonjour à tout le monde.
Et merci d'être venu nous écouter. Merci à la RD de nous avoir, et à Équilibre Population de nous avoir associés à cet important événement qui marque la journée de la femme. Alors, je dirais que les droits des femmes au Burkina, je dirais qu'il y a eu de l'évolution. Il y a de l'évolution. Maintenant, il y a beaucoup de textes en faveur des droits de la femme, surtout en matière de planification familiale, le code des personnes et de la famille. Mais il ne faut pas aussi se voiler la face. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de droits qui ne restent que, en fait, des textes. L'application ne suit pas toujours. C'est comme l'a dit la magistrate dans le film. Côté texte, on est vraiment bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est là que se pose le problème. Par exemple, dans la loi SR, il est dit que la femme, elle peut décider d'utiliser un moyen de contraception, même si son mari n'est pas d'accord. Ça, c'est écrit dans le document. Mais sur le terrain, il y a des femmes qui se voient interdire l'utilisation d'une méthode contraceptive par leur conjoint. Et des femmes qui ont osé se cacher pour aller utiliser une méthode contraceptive parce que l'agent de santé, selon la loi, a le droit de lui offrir sa méthode. Elle va utiliser cette méthode contraceptive et puis après, tout de suite, le mari la renvoie, il l'accompagne, il est devant, il vient menacer l'agent de santé pour demander de retirer cette méthode contraceptive. La loi, elle est là, mais l'application, ce n'est pas tout à fait facile. La femme ne décide pas de quand est-ce qu'elle doit faire les enfants, du nombre d'enfants et même de la relation sexuelle. Donc, merci Marie-Victorine. On va faire un petit tour des différents pays et on reviendra, la parole va circuler. Je sais que tu es une passionnée, que tu as beaucoup de choses à dire. Donc on va revenir vers toi, mais au Niger, est-ce que c'est une réalité, la réalité présentée par Marie-Victorine fait écho aussi à la situation au Niger? Comment tu envisages les choses? Quelle est ta perception de l'état des droits des femmes au Niger? Alors, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Au Niger, franchement, moi je dirais pas, c'est vrai que c'est à peu près pareil, mais nous on est venus de très loin, étant donné que le poids de la religion a toujours été très lourd chez nous. On est venus de très loin. Il fut une époque où même les leaders religieux, quand ils font leurs prêches, ils font toujours des prêches en disant que la femme n'avait aucun droit et qu'elle n'avait que des devoirs et toujours en train de dire des choses négatives sur les femmes. Mais là, ça commence à changer. Même les leaders religieux commencent à être beaucoup plus véridiques parce que c'est quand même... avant, ils disaient les choses dans une ignorance totale en réalité, mais là, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que même dans l'islam, la femme a bel et bien des droits et qu'il faut respecter et tout. Donc, on est passé de ça à là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore du chemin. Mais vraiment, je dirais qu'on a fait déjà un petit pas. Voilà. Très bien, c'est une tonalité plutôt optimiste pour commencer ce débat. C'est encourageant. Est-ce que, Adam, tu partages cette vision des choses, cet optimisme, ou tu le nuancerais pour le Mali? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et bonne fête des droits des femmes, à toutes les femmes et surtout à ces hommes qui travaillent jour et nuit pour que ces droits des femmes soient une réalité. Alors, les droits des femmes au Mali, déjà, c'est même bien de demander comment vont les droits des femmes parce que ça veut dire qu'il y en a. Donc, les droits des femmes, ça existe, mais malheureusement, ils sont à l'hôpital. Donc, je rejoins parfaitement ce que les autres ont dit par rapport à la réalité auquel on est confronté en Afrique de l'Ouest sur le plan socio-culturel et aussi religieux. Ça fait que les droits des femmes, très souvent, ne sont pas respectés ou même reconnus. Et
c'est vrai qu'on est venu de très loin. Il y avait un moment où on n'osait pas en parler. Aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, notamment des femmes et des hommes. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis qui restent à relever encore pour que ces droits des femmes soient reconnus par tous et soient surtout respectés et mis en application. D'accord, donc une petite nuance face à l'optimisme sur la progression. Tout dépend du point de vue où l'on se place, c'est toujours la même histoire. Peut-être une question qui nous permettrait de comprendre un peu mieux le moteur de votre engagement. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous engager sur le sujet des droits des femmes et en particulier sur la promotion des droits et de la santé sexuelle et de la reproduction? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors moi, ce qui m'a poussé à m'engager pour les droits des femmes et surtout pour la question de la contraception. Et quand j'étais au collège, je crois que j'avais à peu près 14 ou 15 ans. Et ma meilleure amie est tombée enceinte. Et elle ne savait pas qu'elle était enceinte jusqu'à 4 mois. Elle venait à l'infirmerie de l'école pour dire qu'elle avait le corps chaud ou elle avait des vomissements. Mais à chaque fois, on pensait que la prestataire qui était là disait que c'est un début de palu. Elle a donné des médicaments pour calmer. Et ça ne s'arrêtait pas et tout. Et un jour, la prestataire l'a demandé que depuis quand elle n'avait pas vu ses règles, elle dit qu'elle a vu ses règles une seule fois, mais qu'après, elle n'a plus revu. Donc, elle nous a demandé d'aller dans un hôpital pour faire une échographie pour voir ce qui ne va pas. Et on a menti à la maison pour avoir de l'argent parce que l'échographie, ça coûtait 10 000 francs. Et nous, c'est 100 francs qu'on nous donnait pour aller à l'école tous les matins. Donc, vous voyez un peu. Donc, toutes les deux, on a menti à la maison comme quoi on va faire une sortie à l'école. Donc, on a demandé à chacun d'amener 5 000. Et un vendredi soir, on est parti dans une clinique. Elle a fait l'échographie. Et là, le médecin lui a dit qu'elle est enceinte. Et c'était à peu près de 4 mois. Et elle n'était pas au courant. Et le problème était qu'elle venait d'une famille assez conservatrice parce que son père était l'imam du quartier. Donc, imaginez un peu qu'on dise que la fille de l'imam est tombée enceinte. C'était vraiment waouh, quoi. C'était un choc. Et moi, j'étais plus jeune qu'elle, donc je n'arrivais pas à réaliser. En fait, c'était trop flou. Donc, à chaque fois à l'école, elle essayait d'aborder la question d'avortement. Et on se disait à l'école, oui, si tu bois 25 bouteilles de coca, tu vas avorter. Si tu avales 35 pilules, tu vas avorter. Ou si tu avales tel nombre de Nivaquine, tu vas avorter. Des trucs comme ça. Et elle était vraiment dans la dépression. Et moi qui étais sa meilleure amie, je n'ai pas su la conseiller parce que c'était trop fort pour moi-même. Je n'arrivais pas à réaliser. Et un matin, sa famille a trouvé qu'elle a essayé de mettre un terme à sa grossesse. Malheureusement, elle est décédée suite à cet avortement clandestin. Et ça a été un choc pour moi parce que après, tout le monde a su qu'elle était enceinte et qu'elle a voulu mettre un terme à sa grossesse. Et moi qui étais sa meilleure amie, tout le monde disait que j'étais au courant. Et que ça veut dire que moi aussi, je suis gâtée, que moi aussi, j'ai des activités sexuelles, ainsi de suite. C'était trop fort, trop intense. Et juste peu de temps après, mon école m'a envoyée dans une activité qui est organisée par le mouvement d'action des jeunes de l'IPPF. Donc, c'était la célébration de la journée internationale de lutte contre le sida, un 1er décembre. Et quand je suis partie, ces jeunes ont fait un sketch sur l'utilisation des méthodes de contraception. Et moi, c'était ma toute première fois d'entendre parler de ces méthodes de contraception. J'entendais parler du préservatif, mais c'est un truc qui passait à la télé, genre tu ne peux pas t'arrêter pour regarder ça avec tes parents. C'est un truc pour les adultes, au fait. Mais ces jours-là, ces jeunes ont parlé des autres méthodes de contraception et ça a été un choc pour moi. J'ai dit, si j'étais au courant de ça bien avant ou si Kumba était au courant de ça bien avant, peut-être ça aurait pu être elle aujourd'hui pour vous parler d'autres sujets qui n'est pas ça. Donc ça a été un choc pour moi. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de m'engager parce que je peux dire que j'ai été victime de la non-information et surtout de la non-accès aux méthodes de contraception. Donc depuis ce jour-là, j'ai pris ça comme un devoir de faire ça pour la mémoire de Kumba. C'est ce qui a fait que je me suis engagée pour la défense des droits des femmes, mais surtout pour divulguer des informations sur la santé sexuelle et reproductive.
Merci beaucoup, Adam. Marie-Victorine ou... Alors, quel est le moteur de l'engagement du médecin sur cette question? Merci. Alors, le moteur de mon engagement, je dirais que j'ai vu passer beaucoup de cas comme celui dont vient de parler Adam. J'ai vu beaucoup de cas de décès de jeunes filles des suites de complications d'avortement. J'ai vu des jeunes filles à qui on a été obligé d'enlever l'utérus par suite de complications d'avortement. C'est vraiment, c'est terrible. C'est terrible et quelque part, je trouve que c'est un peu une injustice sociale. Le rapport fécondant, ça a été une question de 2 personnes. Après, la jeune fille, elle se retrouve toute seule face à cette grossesse. Elle porte sur elle toute seule le poids de l'acte sexuel. En Afrique, c'est presque toujours comme ça. C'est la femme qui est responsable de l'acte sexuel, qui est responsable de ce qui pourrait advenir. Donc, par rapport à cette question de grossesse non désirée, elle est toute seule, elle doit se débrouiller pour gérer cela. Et malheureusement, ça se termine très souvent par une catastrophe. Voilà. Je veux bien qu'on la responsabilise par rapport à l'acte sexuel, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme moyen? La planification familiale, c'est pourtant un droit. C'est un droit, mais on ne lui donne pas les moyens, elle ne va pas bénéficier de ce droit. Encore faut-il qu'elle ait l'information, comme l'a dit Adam. Est-ce qu'on lui a donné l'information? Non. Maintenant, on lui dit simplement, allez, bon, tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avant tel âge. Et puis, bon, on n'en parle pas du tout. Et puis, quand la situation arrive, voilà, elle est face à elle-même. Elle va voir des gens dans le noir. Elle va utiliser des méthodes traditionnelles qui vont aller lui bloquer les reins, lui faire une septicémie, etc. Et puis, voilà le désastre. Bon, face à un tel désastre, je me suis dit quand même, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'agent de santé? Je peux déjà sensibiliser les autres prestataires par rapport à comment recevoir ces jeunes ou toute personne qui viendrait en consultation. Comment parler dans la communauté de planification familiale, comment mobiliser des agents de santé à base communautaire, leur donner un minimum d'intervention pour que ces personnes-là puissent être des relais dans la communauté pour apporter ne serait-ce qu'un peu d'informations et puis inciter les gens à venir vers l'agent de santé pour avoir des informations complémentaires. La question de l'avortement à risque est une des causes majeures, si ce n'est la cause majeure de mortalité chez les jeunes en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, c'est le cas? Chez les jeunes filles, j'entends. Chez les jeunes filles, mais il n'y a pas que chez les jeunes filles qu'il y a l'avortement. Parce qu'il y a même des grossesses indésirées dans le couple. Dans un couple régulièrement marié devant Dieu et les hommes, il y a des grossesses indésirées. Donc, il y a des femmes mariées. Les raisons avancées sont diverses. Hein. L'enfant est encore petit, on n'a pas suffisamment de moyens pour s'occuper déjà de ceux qui sont là, etc. etc. Il y a vraiment... les jeunes filles et même les plus âgées sont concernées par la question de la grossesse non désirée. Et cette grossesse non désirée va très souvent aboutir à un avortement avec les complications qui s'ensuivent. Bon, alors, en matière de soins obstétricaux et néonatales d'urgence, quand on parle des causes directes de décès maternel, les complications, tout ce qui tourne autour de l'avortement, ça fait partie des causes directes de décès maternel. Si on veut agir de façon très efficace sur la réduction de la mortalité maternelle, il faut regarder la question de l'avortement. Il faut voir comment réduire cette question de grossesse non désirée si vraiment on veut avoir des résultats. Merci. Je crois que le message est presque un message de plaidoyer. Je crois qu'il passe. Safia, au Niger, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole en chantant sur la question des droits des femmes? D'abord, c'est que moi, je viens d'une famille aussi conservatrice. Et en fait, ça a commencé par ma sœur qui a failli être mariée à 16 ans, en fait, par mon père. Et quand il avait décidé de la marier à quelqu'un, elle-même, la concernée, n'a pas ouvert sa bouche pour parler.
Elle avait 16 ans, moi j'avais 3 ans de moins qu'elle. Et c'est moi qui tenais la tête à mon père. Je lui disais que tu ne pouvais pas la marier à cet âge-là, c'est pas possible. Et du coup, j'ai mené mon combat contre mon père. Pendant une année, il ne m'adressait pas la parole. Enfin, et finalement, le monsieur lui-même s'est rétracté. Et du coup, ça a fait un choc à mon père parce que de par nos traditions, tu ne peux pas t'engager pour dire que tu vas te marier et après te rétracter, ça ne se fait pas. Et en ce moment-là, mon père a réalisé que j'avais eu totalement raison de m'opposer à toute cette histoire. Et que après, il m'a demandé pardon. Il m'a dit tu avais raison, franchement. Et ensuite, ça c'est déjà pour le côté vraiment droit de la femme et qu'on devrait laisser aux femmes libre champ de décider quand est-ce qu'elles veulent se marier, quand est-ce qu'elles veulent faire ce qu'elles ont envie de faire. Et puis il y a eu aussi le fait que nous étions 6 frères et sœurs. Et mon père a subitement perdu son boulot à 45 ans. Et du coup, on a eu beaucoup de mal il a eu beaucoup de mal à subvenir aux besoins de la famille. Du coup, c'est ma mère qui a dû travailler. Et encore après ça, on a eu un petit frère qui était le 7e. Ça a été encore la guerre mondiale à la maison. Mais le truc, c'est que sur le champ, mon père n'avait vraiment aucune raison de s'inquiéter jusqu'à ce qu'on se retrouve au Maroc où on faisait donc, le lycée français. Et j'avais ma sœur qui faisait hôtellerie-tourisme aussi. Et du coup, même si l'État payait pour notre scolarité, hein, mon père, un jour, il nous a réunis. Il dit, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi on dit que ce n'est pas évident d'entretenir autant d'enfants, parce que c'est pas les nourrir le problème, c'est les éduquer. Parce que tout son salaire passait dans nos livres et nos fournitures scolaires. Du coup, en fait, c'était même pas comme s'il pouvait choisir de les acheter ou pas. Il n'avait pas le choix. On devrait avoir ces livres-là pour pouvoir travailler à l'école. Et tout son salaire passait là et il savait pas quoi faire. Et il disait, maintenant j'ai compris, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je crois qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés en filigrane. La question des grossesses non désirées, la question de l'avortement, la question des mariages précoces, la question, dans le jargon utilisé à l'heure actuelle, de la parentalité responsable. Vous, par rapport à vos expériences, quelles seraient les priorités sur lesquelles il faut porter les efforts en matière d'action, de programme, de politique pour améliorer les droits des femmes et les droits et la santé sexuelle et de la procréation? Est-ce que vous avez identifié des leviers qui pourraient être intéressants à actionner? Marie-Victorine? Des leviers intéressants à actionner, pour moi, c'est vraiment tous ceux qui œuvrent dans la communauté. Oui, parce que les décisions politiques, les textes qui sont pris doivent être mis en œuvre au niveau de la communauté. Dans les exemples que j'ai cités, le mari qui renvoie sa femme pour aller retirer une méthode contraceptive. Bon, la loi est là, elle a été votée, c'est bien. Maintenant, il faut travailler dans la communauté pour que les mentalités aussi suivent ces décisions politiques-là. Sinon, on ne pourra jamais appliquer. On sort dans la rue, oui, voilà, on va s'asseoir à l'Assemblée, on a voté la loi. À la maison, on vient faire autre chose. Dans la communauté, on observe autre chose. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler. Il faut sensibiliser les gens. Il faut que les gens comprennent la question du dividende démographique pour que nous parlions tous le même langage. Il faut autonomiser les femmes, parce que pour moi, l'autonomisation des femmes, c'est pas compatible avec le fait d'avoir beaucoup d'enfants et surtout chaque année son enfant. Comment imaginez-vous qu'une femme commerçante, par exemple, se déplace d'un pays à un autre pour aller acheter ses marchandises avec un bébé dans le ventre, un autre dans le dos et un plus jeune qu'elle tient par là? Ça, c'est pas imaginable. Mmh. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler dans la communauté, que tout le monde prenne conscience de la nécessité d'espacer les naissances, voire
limiter les naissances. Donc un travail de sensibilisation, de changement des représentations, j'imagine qui implique également les hommes. Et surtout les hommes, parce que, comme je vous dis, il constitue un obstacle, des fois, à l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes, même si celles-ci le veulent. Bon, et je dirais que par le passé, on a un peu oublié les hommes. Parce que vous voyez, déjà, on parlait de santé maternelle et infantile. L'homme, il ne voit pas trop sa place dedans. Et bon, maintenant, on se rend compte qu'en fait... J'aimerais quand même dire que même s'il n'y a pas d'hommes à ce panel, l'un d'entre eux était invité mais a dû rester au Mali pour des questions de visa. Donc on est vraiment dans cette dynamique et vous verrez dans le petit livre que les associations avec lesquelles on travaille ont vraiment conscience de cette question-là et qu'un certain nombre d'hommes aujourd'hui prennent la parole sur ces questions-là et font avancer les choses aussi à leur niveau. On peut se dire qu'un certain nombre d'hommes sont nos alliés sur ces questions. Sur ces questions, et c'est eux qui nous aident à parler à leurs pairs, à les convaincre, même parmi les animateurs. Il y a des hommes qui vraiment militent en faveur pour que les hommes soient associés à la question. Donc, premier levier, la mobilisation communautaire et sociale, qui passe par l'information, la sensibilisation et le dialogue. Voilà. Donc ça, c'est important. On essaye de voir, peut-être, je sais qu'il y a d'autres choses que vous avez en tête, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais peut-être votre point de vue, Safia, sur les leviers qu'on pourrait actionner. Alors moi je suis d'accord avec elle, hein, et je rajouterais en fait qu'il faudra aussi, par exemple, surtout au niveau des jeunes, hein, des jeunes en général, mais des jeunes filles en particulier, pouvoir briser les tabous, c'est-à-dire faire en sorte que aujourd'hui les jeunes n'aient pas peur d'aller vers le personnel de santé pour poser des questions et savoir ce qu'il faut faire par rapport à la contraception. Mais est-ce que les tabous, il faut les briser au niveau des jeunes ou est-ce qu'il faut, et je sais que c'est un de ton cheval de bataille, c'est de travailler en direction du personnel sanitaire pour changer les représentations du personnel sanitaire. Donc, est-ce que ce n'est pas la formation du personnel sanitaire plutôt que les tabous chez les jeunes? En fait, c'est entre les deux. Je veux dire, des fois, les jeunes hésitent parce qu'ils peuvent se dire qu'à leur âge, ils ne pourront jamais oser demander. Mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui osent demander, mais que le personnel en face leur répond très mal et n'hésite pas à dire « je vais appeler ton père » ou « parce que je connais ta mère ». Voilà, exactement. Et du coup, les jeunes ont peur. Des fois à tort ou à raison, des fois ils n'ont même pas essayé en fait, ils se disent juste que je n'oserais jamais le faire parce que si je le fais, peut-être la personne va se poser la question et se demander pourquoi je le fais et des trucs comme ça. Des fois c'est les jeunes eux-mêmes qui ont peur d'aller, mais des fois aussi c'est le personnel, et très souvent d'ailleurs c'est le personnel médical en face qui donc ça renvoie à tout ce qu'on appelle le renforcement des capacités des jeunes, le leadership, l'empowerment des jeunes, leur permettre de prendre confiance sur ces sujets-là, de comprendre quels sont leurs droits, qu'ils ils peuvent revendiquer un certain nombre de choses, et parallèlement le travail avec le personnel sanitaire pour que lui aussi change de comportement. Exactement, c'est ça. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Adam, tu partageras forcément cet avis, j'imagine? Oui, bien sûr. Et moi, je pense qu'en termes d'action prioritaire, moi, je le divise en trois secteurs. Le premier secteur, ça c'est dans le domaine de l'éducation, qui n'est pas un domaine à négliger. Je pense que l'une des priorités pour nos États doit être d'intégrer l'éducation complète à la sexualité. Et parce que toutes les statistiques, les analyses ont démontré que quand les jeunes ont accès à l'information sur la sexualité, plus on a accès à l'information sur la sexualité, plus l'expérience sexuelle est retardée. Donc, je pense que l'une des priorités doit être d'intégrer dans nos curriculums l'éducation complète à la sexualité. Alors ça, c'est au niveau scolaire. Au niveau de la santé, je pense qu'il faudra former les prestataires de services sur les besoins spécifiques des jeunes.
Donc ça rejoint ce qui vient d'être dit oui, par... ça rejoint ça. Et aussi l'autre chose, c'est de créer des centres jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas dans tous les hôpitaux où vous allez trouver des gens qui sont adaptés ou des coins qui sont adaptés aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes. Je pense que ceci, l'État a carrément démissionné de ça et l'a laissé carrément aux ONG et aux partenaires. Et alors que tout le monde sait que les projets mis en œuvre par les partenaires ou par des ONG, ce ne sont pas des projets à longue durée, c'est des projets de 5 ans, 10 ans maximum, mais qui vont prendre fin. Et très souvent, la continuité de ces programmes ne sont pas assurées. Donc l'État doit venir à ce niveau, non seulement pour renforcer la capacité des prestataires de services, mais aussi pour créer des centres capables d'accueillir les jeunes pour pouvoir les permettre d'exprimer librement leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. Le dernier volet que je parlais, ça c'est le volet des plaidoyers. On l'a dit, nous sommes très riches en matière de textes, mais malheureusement très faibles ce qui est de l'application de ces textes-là. Donc, nous avons ratifié beaucoup de conventions, nous avons signé beaucoup de textes, malheureusement, qui restent dans les tiroirs. Je pense qu'on doit passer à l'application de ces textes-là et que la société civile doit être une société civile qui suit les engagements pris de l'État, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national, pour que ces textes-là ne soient pas que des papiers, des bouts de papier, mais plutôt des engagements pris par des hommes politiques et mis en œuvre par ces hommes politiques pour le bien-être de la population. Merci beaucoup, Adam. Du coup, ça fait la transition avec la dernière question que je voulais poser avant de laisser la place au débat et aux questions. Qui peut faire bouger les lignes? Tu parlais de société civile. Qui sont aujourd'hui les acteurs et les actrices qu'il faut vraiment voir impliqués dans ce combat pour les droits des femmes? Qui veut prendre la parole, la prend. Les personnes qu'il faut vraiment toucher, pour moi, ce sont les personnes qui sont les personnes les plus influentes. Les personnes les plus influentes, c'est qui? C'est les leaders communautaires, c'est le politique, les parlementaires. Tout ceci peut faire bouger quelque chose par rapport aux droits des femmes. Bon, dans mon pays, par exemple, la planification familiale a été une question qui a été sérieusement abordée après le discours d'orientation politique de feu le président Thomas Sankara. Parce que dans ce discours d'orientation politique, il avait fait de la santé de la mère et de l'enfant un des objectifs prioritaires. Et c'est après ce discours du 2 octobre 1983 que la direction de la santé de la mère et de l'enfant a été créée en 1984. Et c'est en 1985 que les prestations de planification familiale ont commencé. Donc, il faut la volonté politique et puis il faut que les leaders communautaires, on se mette ensemble, en fait, pour la défense des droits de la femme. Mais et aujourd'hui, comment vous sentez la volonté politique dans votre pays? Bon, actuellement, je peux dire que quand même, beaucoup d'efforts sont faits. Beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, depuis 1985 à maintenant, il y a eu la création d'une ligne budgétaire pour l'achat des contraceptifs. Et cette ligne est créée depuis 2009. Elle était à 500 millions. Maintenant, elle est passée à 800 millions. Nous avons maintenant mis au point ce qu'on appelle un plan national d'accélération de la planification familiale. Et dans ce plan national d'accélération de 800 millions, la contribution de l'État doit augmenter de 10% par an jusqu'à ce que l'État devienne la principale source de financement de l'achat des contraceptifs, bien sûr, avec beaucoup d'autres partenaires, l'UNFPA, beaucoup d'autres ONG qui aident pour que cela puisse se mettre en place. Il y a la gratuité des soins, la gratuité même de la planification familiale qui est annoncée pour avril 2018. Et actuellement, on n'est pas encore à la gratuité, mais les prix des contraceptifs sont fortement subventionnés par l'État de telle sorte que la cliente là a un prix dérisoire. Mais pour les méthodes de longue durée, l'État donne gratuitement les consommables. Voilà, et la gratuité totale, elle est annoncée pour mars-avril. Et ça, déjà, je trouve que quand même,
beaucoup de choses sont faites dans le pays, mais il faut maintenant que les agents de santé aussi suivent. Comme j'ai dit, il ne faut pas que les agents de santé soient des barrières à l'accès aux méthodes contraceptives des femmes, des adolescents. Et à ce propos, il y a un projet de recherche qui est annexé au projet Yamniakre dont je vous parlais, dont je suis une coordonnatrice régionale pour l'ONG Pathfinder International, cette ONG qui se veut être un partenaire qui accompagne le ministère de la Santé dans la recherche de la qualité des soins de planification familiale et des soins après avortement. Voilà. Donc, dans cette ONG-là, bon, nous travaillons aussi beaucoup dans la communauté. Nous faisons le renforcement de compétences des agents de santé pour que ces agents-là ne soient pas des barrières à l'accès des femmes et des jeunes aux méthodes de planification familiale et pour que ce soit aussi des soins de qualité dont ils bénéficient. D'accord. Alors, à la question qui peut faire bouger les lignes, ce qu'on retiendra, c'est que principalement, et pour commencer, il faut un engagement fort des décideurs. Il semblerait, selon ton point de vue, qu'au niveau du Burkina Faso, cet engagement dans les textes et dans la volonté politique exprimée soit là. Et les jeunes aussi doivent être mobilisés parce que c'est la population, chez nous, au Burkina, 67% de la population a moins de 25 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment énorme et il ne faut pas ignorer les jeunes. Il faut qu'eux-mêmes, ils soient mobilisés sur la question de leurs droits. Et je vous disais qu'il y avait 2 projets de recherche qui sont annexés au Yamniakre. C'est des projets pour voir un peu qu'est-ce qui limite l'accès des jeunes aux soins de planification familiale, aussi bien du côté des jeunes que du côté des prestataires de santé. Et puis de ces conclusions, on verra ensemble comment est-ce qu'il faut faire pour briser ces barrières-là. D'accord, merci beaucoup. Au niveau du Niger, Safia, comment vois-tu les choses? Quelles sont absolument les personnes qui peuvent faire bouger les lignes? Quelles sont les parties prenantes qui peuvent faire avancer les choses? Je vais commencer par l'État parce que, bon, contrairement à chez eux où la contraception, elle n'est pas gratuite. Au Niger, la contraception, elle est gratuite. Les pilules contraceptives, c'est vraiment gratuit. Et même le stérilet, il est installé gratuitement. Le problème, c'est qu'il y a une ligne budgétaire qui est là, mais qui n'est pas, en fait, qui n'est pas consommée. Qui n'est pas décaissée ou qui n'est pas consommée? Non, en fait, qui n'est pas décaissée, exactement, par l'État, c'est ça. L'État ne donne pas toute cette ligne budgétaire-là. Finalement, je pense qu'il débourse uniquement peut-être 30% de la somme. Et aujourd'hui, au Niger, on est plus dans cette optique de plaidoyer déjà pour que l'État sorte toute cette somme-là, pour qu'on l'investisse dans la contraception, pour qu'on puisse au moins fournir les femmes en contraception. Il y a d'abord eux, et ensuite il y a les leaders religieux chez nous, parce que c'est surtout eux que les gens écoutent beaucoup. Et jusqu'à présent, il y en a encore qui ne sont pas dans cette optique de planification familiale et qu'on a encore besoin de sensibiliser pour qu'eux-mêmes puissent vraiment avoir un discours beaucoup plus positif par rapport à la planification familiale et à la contraception. Vraiment, c'est ces deux-là qui pourront agir initialement au Niger, avec aussi les chefs traditionnels. Voilà, les chefs traditionnels. Et bien sûr, sans oublier les gens qui agissent dans leur communauté, des gens qui sont bien connus, qui sont très écoutés par leur communauté. Des chefs de quartier, par exemple. Voilà, donc à petite échelle vraiment, et les jeunes, comme elle l'a dit, franchement, voilà. Très bien, Adam. Alors, pour moi, aucun acteur n'est à négliger par rapport à faire bouger les choses en matière de planification familiale. Tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Si certains le font et que d'autres ne le fassent pas, on va toujours sentir ces déséquilibres-là. Je pense que tous les acteurs doivent jouer leur rôle, à commencer par l'État. L'État doit cesser de faire, je suis désolée du terme, de faire de la démagogie. Il faut agir,
il faut que les volontés politiques soient accompagnées du courage politique. Et quand on dit qu'on va faire quelque chose devant les gens, il faut qu'après, qu'on le fasse. Ça, c'est un premier levier. L'autre levier, ça, c'est la société civile. Il faut que la société civile arrive à jouer son rôle de société civile, c'est-à-dire un rôle de veille, un rôle d'interpellateur, un rôle d'action. Qu'on soit là pour proposer, mais aussi pour agir. Que la société civile arrive à agir ensemble, d'aller en synergie d'action. À côté de la société civile, les leaders d'opinion, les chefs coutumiers, les leaders religieux, ceux-ci-là aussi doivent jouer carrément leur rôle parce qu'ils sont écoutés et ils bénéficient aujourd'hui de beaucoup de programmes, beaucoup de projets pour renforcer leurs capacités afin de pouvoir donner des bonnes informations à la population. Ceux-ci-là aussi doivent jouer leur rôle. Aussi, les partenaires techniques et financiers doivent jouer leur rôle. Ça ne sert à rien de venir demander aux gens, nous avons un objectif d'ici 2020 qu'on fasse ça, donc on vous donne de l'argent pour que vous les fassiez. Non, les problèmes sont connus au niveau national. Aidons plutôt les associations, les ONG au niveau national à s'attaquer aux véritables problèmes. Laissons à ceux qui sont aux premiers concernés d'identifier les problèmes, de proposer les solutions et de les accompagner pour qu'ils arrivent à le faire. Et non pas, oui, nous avons malheureusement, c'est vrai que c'est un problème dans votre pays, mais ça ne rentre pas dans notre ligne budgétaire ou ça ne rentre pas dans notre programme pour les 5 prochaines années. On est désolé, mais les problèmes ne vont pas attendre. On a dit tantôt que 65% de la population burkinabèse a moins de 25 ans. Moi, je dis que 75% de la population de l'Afrique de l'Ouest a moins de 35 ans. Donc, c'est-à-dire que nous avons une population très très jeune, mais très souvent on oublie que quand on parle des chiffres, que derrière chaque chiffre, ce sont des êtres humains dont on parle et que les problèmes de ces êtres humains, notamment la non-accès à l'information, la non-accès aux méthodes de contraception, ce n'est pas un problème qui va attendre que ça rentre dans nos lignes budgétaires, mais c'est des problèmes des personnes, des êtres humains comme nous qui n'attendent pas et dont il faut agir maintenant. Merci Adam. Je crois que c'est un plaidoyer qui se fait dans un endroit tout à fait indiqué. Le droit d'initiative est quelque chose qui est porté par de nombreux acteurs et actrices de la société civile, à bon entendeur. Peut-être qu'à ce stade-là, on peut ouvrir le débat et que on va prendre là quelques questions. Je suis sûre que vous en avez. Peut-être 3 ou 4 questions dans la salle pour commencer. Alors, on me dit quelque chose, mais en fait, je n'avais pas mes lunettes, je n'ai absolument pas vu. 30 minutes, nous avons 30 minutes pour le débat. Alors, des questions? Nous avons une question à droite, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Allez, on vous écoute. Est-ce que quelqu'un fait passer le micro? Je l'ai. Très bien, je ne vous ai pas vu, désolée. À vous la parole. Oui, bonjour, je suis Léa Ngodibong, je suis camerounaise. Je suis écrivaine et je suis membre du groupe international Goboni pour la connaissance des droits humains. Alors moi, j'ai une première question, j'espère pouvoir poser les autres questions. Et je voudrais savoir, la jeune fille qui conçoit, je ne sais pas moi, à 15 ans, et qui veut accoucher pourtant, mais qui se voit obligée d'avorter parce que si son père le sait, il va la tuer. Est-ce que ça, on parle de grossesse non désirée? Je voudrais savoir. Alors, pour être sûr d'avoir compris la question, est-ce que une jeune fille qui a 15 ans est enceinte, est-ce que ça tombe dans la catégorie des grossesses non désirées? Si elle veut accoucher. Disons, elle est tombée enceinte par accident, certes, mais elle voudrait bien garder. Mais le regard de ses parents est très effrayant parce que le père en Afrique, c'est... Hors mariage, d'accord. D'accord. Première question, alors. Merci beaucoup. Et merci de votre délicatesse de réserver vos autres questions pour la seconde salve. Tout le monde n'a pas cette délicatesse-là. Alors. Oui, bonsoir. Patricia Vasseur. Moi, c'est plus une contribution
donc c'est dans le premier lot. Très bien. Voilà. Oui, donc je suis sage-femme et anthropologue. J'ai vécu 16 ans en Afrique de l'Ouest, entre le Mali et le Sénégal, un petit peu de Gabon, voilà. Et là, c'était plus par rapport à des expériences. Et puis déjà, je me suis complètement retrouvée dans tout ce que vous avez dit. Mais moi, il y a 2 aspects qui me semblent aussi importants. C'est déjà l'aide aux parents. Leur donner des outils pour savoir comment parler à leurs jeunes. Et là, je partirais d'une expérience, un travail d'ailleurs qui est fait par Yannick Jaffray, où l'AFD, je crois, contribue, qui est sur l'édition d'un petit livret qui s'appelle « Construire sa famille », où ils sont partis d'enquêtes auprès des jeunes, je crois à partir de 11 ans, à partir de discussions et de dessins. Et de là, ils ont construit un livret pour aborder la question de la sexualité, de la parentalité, du respect du genre dans la relation amoureuse, de l'espacement des naissances, etc. Et ces livrets ont été mis en place sur la base du volontariat auprès des professeurs de biologie. Et ça a été un support pour discuter dans les cours de sciences et de la nature, enfin voilà, biologie, pour aborder tous ces sujets. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fin de compte, ces livrets étaient mis à disposition et les professeurs les ont utilisés pour leur propre usage personnel, dans leur famille, avec leurs enfants. Et les jeunes ont emmené ces livrets dans leur propre famille. Et en fait, ce que le travail montre en partie, c'est que ça a permis à des parents qui ne savaient peut-être pas trop comment aborder le sujet, de se saisir du document pour aborder les questions. Et apparemment, c'est un travail qui fait des petits. Et là, bon, je ne sais pas où en est le projet, mais il était question que ça se développe à Parakou. Enfin, là, ça s'est fait à Cotonou dans certaines écoles. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une question peut-être qu'il faut creuser, voir comment aider les parents à parler à leurs jeunes. Hein, parce qu'ils ne sont pas toujours contre, ils sont pas toujours... C'est vrai qu'il y a du conservatisme, mais pas que. Il y a officiellement le conservatisme, et puis il y a ce que je fais vraiment, quoi. Mais merci beaucoup de cette contribution. Juste une petite... une petite contribution, une petite question. J'irai vite. C'est qu'en tant que sage-femme, quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai été très surprise de la mauvaise réputation qu'avaient les sages-femmes. Donc j'ai creusé le sujet, ce qui m'a permis de travailler dans un travail anthropologique auprès des écoles de sages-femmes. Et ensuite, quand j'ai vu, une fois que ces jeunes sages-femmes diplômées allaient sur le terrain, comment elles transformaient leurs pratiques, leurs perceptions, et devenaient, ce dont vous parliez tout à l'heure, ces soignants malveillants. Donc il faut aussi, à mon avis, travailler au sein des écoles et pas seulement auprès des soignants une fois diplômés. Voilà, merci. Merci pour ces 2 contributions. Ce sont des conclusions qu'on partage très largement. Je crois que vraiment cet enjeu sur la question de l'aide à la parentalité est une question qui est très ouverte et qui est vraiment à creuser. Ça rencontre en tout cas beaucoup de conclusions auxquelles parviennent nos partenaires en Afrique de l'Ouest. Et le travail que Yannick Jaffray a fait est un travail formidable qui mérite effectivement d'être promu. Donc, très bien, merci pour cette contribution. Je crois qu'il y avait 2 autres questions. Monsieur. Madame, merci. Luc de Bernis, je suis gynéco. Je pense que ce qu'on entend de vous 3 est absolument clair. Et les 3 axes que vous développez pour une stratégie qui soit le plus globale possible, c'est-à-dire l'éducation, la question des professionnels de santé ou la santé et la question du plaidoyer, c'est vraiment très très clair. Alors pour pousser un petit peu plus loin là-dessus, parce que une fois qu'on a dit ça, c'est quand même des enjeux extrêmement sérieux et ça doit mettre en œuvre des choses qui sont complexes. Donc pour essayer d'être simple et concret, par exemple sur les professionnels de santé, est-ce que vous avez l'expérience de travailler avec les associations professionnelles? Une collègue est là, elle est médecin. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les associations professionnelles qui existent, qui ne sont pas forcément toujours très, très solides, mais qui existent et qui pourraient contribuer? Les professionnels se retrouvent dans une situation qui est entre ce qu'on connaît sur le plan professionnel et ce qu'on est capable de mettre en œuvre du fait des pesanteurs sociales auxquelles on appartient de toute façon. Et c'est un gros problème des sages-femmes et tu en
tu as travaillé sur la question et tu viens de le dire, donc je ne répète pas ce que tu as dit. Mais les professionnels ont un rôle à jouer et c'est un rôle extrêmement important. Donc je voulais savoir un petit peu si vous étiez en approche. La deuxième chose sur le plaidoyer, moi je n'ai pas entendu vraiment les politiques. Vous avez parlé des gens influents dans les quartiers, les gens, les leaders religieux, les chefs de quartier, les chefs de village, etc. Les politiques, les parlementaires, est-ce que je suis sûr que vous discutez avec eux, mais je voudrais entendre un peu plus parce que on est dans des pays où le conservatisme politique est extrêmement fort, est en train de se renforcer. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va et pas l'inverse. Donc comment est-ce qu'on aborde les politiques et comment on essaie de faire que certains se lèvent pour parler de planning familial, pour parler de droits des femmes? Merci. Merci beaucoup. Dernière question avant... Alors, oui, nous avons un monsieur. Alors, d'abord une question, puis après monsieur, voilà. Et après on va essayer de répondre. Sur les histoires de professionnels de santé, pardon, je suis Maï, je travaille aussi avec le bureau de équilibre des populations. Professionnels de santé, ça me paraît effectivement essentiel. Moi, j'ai beaucoup entendu parler, donc j'ai écouté l'engagement politique, les jeunes. Une question que je me posais par rapport aux professionnels de santé, est-ce qu'il y a suffisamment de formation de professionnels de santé, de gynécologues, et notamment de gynécologues femmes, qui pourraient faire la différence? Merci beaucoup. Dernière question, après on aura l'occasion d'avoir une deuxième salve de questions, mais on va... Oui. Bon, voilà, je m'appelle Luanda, je représente ici l'association CODO, Comité des observateurs des droits humains. Bon, je suis aussi ressortissant de l'Afrique centrale. Je suis vraiment très intéressé par l'engagement de nos trois leaders de l'Afrique de l'Ouest. J'ai bien suivi tout ce qu'ils ont développé, c'est vraiment très encourageant, mais j'ai une préoccupation par rapport à ma connaissance sur l'influence culturelle en Afrique de l'Ouest. Vous savez, nous sommes en France. L'œil de la France en Afrique n'est pas l'œil de l'Afrique en France. Alors, nous ne savons pas. Nous voulons entendre parler par rapport au projet, au programme qui a été développé. Quel est le niveau d'engagement des leaders religieux? Parce que la religion influence tout en Afrique de l'Ouest. Même les politiques vont vers les religieux pour être élus. Les décisions politiques sont souvent, en fait, les initiateurs consultent les religieux. Par rapport aux engagements, est-ce qu'il y a des leaders religieux qui sont des modèles pour les autres? Si pas, qu'est-ce qu'on prévoit? Une question maintenant, une autre question. La dernière. La dernière. Madame qui vient de Burkina Faso, c'est ça? J'étais vraiment très content que vous évoquiez Thomas Sankara, sinon je le regretterais si vous ne l'avez pas évoqué. Pourquoi? Je vous dis vraiment sincèrement, c'est le chef d'État de l'Afrique de l'Ouest qui a fait la promotion des droits des femmes. C'est le seul modèle jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et là, il a dit, je ne suis pas de là, mais je l'ai suivi dès l'extérieur. Il a dit, à bas l'homme qui n'autorise pas sa femme à travailler. À bas l'homme qui ne tient pas compte de la santé de sa femme. N'est-ce pas? Vous pouvez témoigner de cela. Dès son vivant, il était aussi jeune et c'était un modèle pour tous les autres. Vraiment, merci beaucoup d'avoir évoqué Sankara. Mais maintenant, après lui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vous pouvez nous faire une évaluation? Si Abba continue ou alors c'est les pros qui sont... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. On va donner la parole à nos invités pour essayer d'apporter une première série de réponses. Alors peut-être, Marie-Victorine, sur la question des personnels de santé et des associations professionnelles. Absolument, il y avait une double question. Oui, et la question de la jeune fille On va répondre à toutes les questions, mais commençons par celle-ci. Voilà. Bon, pour les professionnels de santé, ils sont effectivement en association, mais nos actions
au sein de l'ONG dans laquelle je travaille, nos actions ne se dirigent pas vers ces associations de professionnels, mais plutôt vers les professionnels qui sont déjà sur le terrain et aussi les élèves en formation. Donc, à ces élèves en formation, nous comptons mettre en place des centres d'excellence et d'apprentissage pratique par lesquels, bon, c'est encore en expérimentation, on va commencer à recevoir les premiers stagiaires en avril, pour qu'ils apprennent vraiment les bonnes manières et qu'ils sortent déjà compétents en vue de limiter dans ce contexte de rareté de ressources. C'est pour limiter les formations continues qu'il faut organiser après. Sinon, des actions comme ça, voilà, aujourd'hui, c'est l'association des sages-femmes, venez, on va parler de l'accueil. Nous, à notre niveau, non. Donc vous partagez l'avis dans la structure dans laquelle tu travailles et de manière plus générale, que plutôt on intervient dans le processus de formation des personnels de santé, donc c'est-à-dire dès les formations au départ des cursus de formation, mieux c'est. On est d'accord là-dessus. Voilà. Par contre, indépendamment du travail réalisé dans le cadre de l'organisation pour laquelle tu travailles aujourd'hui, comment sens-tu la réceptivité des professionnels de santé, des syndicats de santé, etc., par rapport à ce sujet-là? Y a-t-il une volonté d'engagement? Y a-t-il une prise de position? Par rapport aux associations professionnelles, en tout cas, je connais bien les gens qui sont à la tête de ces associations-là. C'est des personnes qui sont effectivement engagées, surtout pour améliorer l'accueil dans les formations sanitaires, pour réduire les barrières. Bon, mais vous savez, quand on parle comme ça à l'association professionnelle, des fois, les gens s'asseyent un peu distraits et ils partent faire autre chose dans leur lieu de service. Donc, l'État organise aussi des sessions de formation avec d'autres ONG aussi investissent, d'autres partenaires techniques et financiers pour faire de la formation continue, pour améliorer les pratiques, pour améliorer un peu les perceptions culturelles. Nous organisons ce qu'on appelle des ateliers de clarification des valeurs pour amener ces professionnels de santé-là à se départir de leurs opinions, de leurs croyances, de se débarrasser de tout ça pour n'être que des agents de santé à leur Donc, on retient formation initiale. Oui, tu es tout à fait d'accord sur l'importance d'investir sur la formation initiale, plus de la supervision de la formation continue qui peut passer par différents biais, y compris l'analyse des pratiques, etc. Mais là-dessus, tout reste encore à inventer, j'ai l'impression. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire parce que les gens ne sont pas réceptifs du premier coup. C'est un comportement à changer et c'est toujours un peu long. Ça nécessite des actions dans la durée. Je crois que c'est aussi des ça. Messages qu'il est important de faire passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui a trait aux représentations. Nous sommes tous issus d'un terreau social et pour travailler sur ces représentations, ça prend du temps et ça nécessite différentes piqûres de rappel. Je dirais quand même qu'il y a de l'évolution aussi sur ce plan. Je prends le cas de l'avortement. Alors, quand j'étais encore étudiante, je voyais comment on recevait les jeunes filles qui se présentaient avec des complications d'avortement. On les traitait vraiment... C'est à peine si quelqu'un jetait un coup d'œil. On les voyait comme des coupables et non des victimes. Tu parlais, quand on évoquait la question précédemment, tu parlais même de mesures punitives, que le personnel de santé... On va aller prescrire ce qu'il y a de plus cher. On va vraiment... On pensait que c'est de cette façon-là qu'on va les dissuader de recommencer. On s'est rendu compte que ça ne paye pas du tout. Il faut plutôt les voir comme des victimes. C'est ça le message que nous faisons passer maintenant aux agents de santé. Il faut les voir comme des victimes. Il faut plutôt voir que c'est nous qui avons échoué. Nous n'avons pas pu apporter l'information à cette jeune fille et elle est allée tomber dans le cas d'une grossesse non désirée qui a abouti à un avortement et elle a des complications. Donc si je reçois une telle personne,
je ne vais pas échouer doublement. Donc, je dois lui donner les moyens, je dois vraiment la sensibiliser par rapport aux méfaits de l'avortement, lui donner des informations, suffisamment d'informations pour qu'elle ne retombe pas dans cette situation. Ça change. Ça, j'avoue que quand nous même, retombons sur le discours positif du début et ça fait du bien de l'entendre. Oui. Les choses changent au Burkina Faso. Oui, j'avoue que ça change, mais il y a encore de la résistance. Comme je dis, il y a des personnes à qui il faut toujours continuer de parler, surtout les agents de santé d'une génération quand même assez... éloignée de la nôtre. C'est un peu difficile de faire passer le message, c'est difficile de faire accepter à ces agents de santé-là que les adolescents ont des droits, les adolescents doivent être reçus. Merci. Alors, il y avait d'autres questions. Il y avait la question de l'engagement politique, de l'engagement religieux, et puis la première question qui est liée au fait, est-ce que si on a jeune, hors mariage, un enfant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans le contexte actuel de le garder ou est-ce que c'est socialement absolument pas admis? Oui. Bon, elle a demandé si c'était une grossesse indésirée. Bon, c'est bien que c'est une grossesse indésirée, mais en fait, nous appelons ça des enfants acceptés. Je n'ai pas voulu, c'est venu, mais bon, j'accepte. Mais au départ, c'était quand même... la grossesse n'était pas voulue, mais j'accepte l'enfant. Voilà. Maintenant, si on est dans un contexte où c'est le père, la crainte du père qui a fait aller avorter, bon, tout ça, c'est... Le départ, c'est que la grossesse n'était pas désirée, de toute façon. Bon, maintenant, on décide de l'accepter après, mais voilà des conditions qui peuvent faire qu'elle se sent obligée d'aller avorter. C'est vraiment malheureux que des cas comme ça arrivent parce que l'avortement n'étant pas légalisé, ça peut aller se faire dans des conditions... C'est tout à fait clandestin et ça peut avoir des conséquences. Merci Marie-Victorine. On va écouter Safia et Adam sur la question de l'engagement politique, l'engagement religieux. Est-ce que vous voyez bouger les lignes? Comment vous percevez cela? Alors, chez nous, il l'a dit tout à l'heure, au Niger principalement, tout ce qui est politique est régi par ce qui est religieux. Voilà, ça passe forcément par là. Il y a eu un code de la famille qui devrait être adopté au Niger dès que les religieux se sont levés pour dire que ça ne va pas se faire. Ni les parlementaires, ni le gouvernement ne pouvaient faire quelque chose contre ça. Ils ont dit... Je crois que ça fait assez écho à ce qui s'est passé au Mali également. Exactement. Donc ça fait que... les ONG, au Niger, quand elles ont compris qu'il fallait passer par ces leaders religieux-là, ils passent par eux en les sensibilisant d'abord, en leur disant « Mais est-ce que vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de dire est vraiment interdit par l'islam ?» Et avec le temps, certains se sont rendus compte qu'il n'y avait justement aucune loi dans le Coran qui interdisait, par exemple, l'espacement des naissances, et qu'avec le temps, ils ont changé de discours. Et comme ils changent de discours, de plus en plus de personnes changent de discours aussi. C'est ça la difficulté, par exemple, selon les pays. Il y a probablement des pays où c'est plus les politiques qui décident que les religieux. Mais franchement, au Niger, il y a beaucoup de choses. Tant que les religieux s'y opposent, franchement, le politique n'a pas un très grand mot à dire. Et est-ce qu'on voit des religieux qui prennent la parole en faveur des droits des femmes et en faveur de l'espacement des naissances? Oui, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on est passé du discours de la femme n'a que des devoirs à en fait arrêter de penser que la femme n'a que des devoirs, elle a aussi des droits. Et étant donné que, par exemple, elle a le droit d'allaiter son enfant pendant 2 ou 3 ans, ça lui permet d'avoir le temps d'espacer les naissances, en fait, en réalité. Donc, franchement, le discours devient de plus en plus modéré maintenant, même de la part des leaders religieux. Après, il y en a qui sont très ignorants de la chose et qui se braquent en réalité et qui ne veulent rien entendre. Et c'est ceux-là qui sont plutôt réticents à la chose. Mais franchement, la majorité des leaders religieux sont très impliqués au Niger, en tout cas, sur la cause. Ouais. D'accord, c'est intéressant d'entendre ça. Adam? Alors, nous, au Mali, déjà, j'ai été étonnée quand on a dit qu'on n'a pas parlé des politiques. Je crois qu'on a assez parlé des politiques. Et quand on parle des politiques, c'est surtout le gouvernement et les parlementaires.
J'ai beaucoup parlé d'engagement politique, de volonté politique. Je parlais là des parlementaires, mais aussi du gouvernement. Par rapport aux religieux, tout comme au Niger, la religion a un grand poids sur les décisions politiques aujourd'hui au Mali. Et ce qui a fait ça, c'est que c'est les hommes politiques qui ont accordé cette place-là aux religieux. Parce que les hommes politiques, à la quête du pouvoir, passent par les religieux. Et une fois élus, ces religieux-là aussi usent de cet exploit-là pour leur imposer des choses, et ils ne peuvent pas dire non parce qu'ils ont profité de leur aura, de leur visibilité pour pouvoir venir à ces niveaux. Donc ce sont les hommes politiques qui ont accordé à ces religieux, surtout à ces leaders religieux, ce poids-là aujourd'hui qui fait qu'ils sont incontournables. Mais il faut reconnaître qu'il y a des religieux aujourd'hui, qu'on appelle un peu des religieux modernes, qui ont ce discours d'acceptation, de planification familiale, des droits des femmes et tout. Et ces gens-là, très souvent, ils participent même à nos meetings. Il y a même des religieux qui sont membres de notre carnet des champions. Il y a des religieux champions qui aussi lèvent la voix pour les droits des femmes, pour la planification familiale. En fait, chez nous, les religieux ne refusent pas la planification familiale, mais ils l'acceptent dans le cadre du mariage. Ça, c'est très clair. Ils acceptent la planification familiale, mais dans le cadre du mariage. Mais ils sont pas du tout d'accord qu'on parle de planification familiale à des jeunes non mariés ou ou de contraception à des jeunes non mariés. C'est là où on ne s'entend pas bien avec les religieux. Par exemple, par rapport à l'éducation complète à la sexualité, les leaders religieux pensent que si on commence cela à l'école, c'est plutôt pour enseigner aux enfants comment avoir les rapports sexuels et tout, alors que ce n'est pas du tout le cas. On comprend, excuse-moi juste pour essayer de clarifier ça, donc on comprend que les leaders religieux peuvent être des alliés sur un certain nombre de questions, comme la planification familiale dans le cadre du mariage, et que sur d'autres questions, il faut faire alliance avec d'autres partenaires et qu'on ne peut pas attendre un appui, en tout cas public, des leaders religieux. Parce qu'il y a des leaders religieux qui, en tant que parents, j'ai pu entendre ça, sont convaincus, mais qui ne peuvent pas prendre la parole ouvertement sur l'accès de la contraception aux jeunes. Et dans ce cas-là, il faut faire sans eux. Oui, dans ce cas-là, il faut faire sans eux. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'État, quand je dis l'État, je parle des hommes politiques, notamment le gouvernement et les parlementaires doivent jouer leur rôle. En fait, on ne peut pas prendre des engagements au niveau international pour dire que la planification familiale est accordée à tout le monde et que toute personne qui en aura besoin peut se le procurer, et après venir au niveau pays pour dire encore que non, parce que pour pouvoir me faire réélire, je ne peux pas tenir ces discours-là ici, sinon les leaders religieux ne vont pas être d'accord avec moi, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'en plus de la volonté politique, il faut du courage politique, et en plus de ça, il faut que la société civile joue son rôle d'interpellateur et aussi de booster ces hommes politiques-là à pouvoir tenir les engagements. Alors, on parlait de Sankara tout à l'heure. Est-ce que Sankara s'est réincarné? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez compter sur des hommes et des femmes politiques au niveau parlementaire, au niveau de l'exécutif, pour vraiment faire avancer les choses? Est-ce que vous sentez que vous avez des alliés vraiment sincères et sur lesquels vous pouvez compter, ou vous avez l'impression qu'on n'en est pas encore là? Alors, je suis tellement tentée à dire oui, que malheureusement, je ne peux pas. En fait, il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous n'avons pas, en tout cas nous chez nous, ces hommes politiques aujourd'hui capables de sortir, de dire oui aux droits des femmes. Je m'engage avec les femmes, je mets les femmes au devant, je mets les femmes au cœur de mon politique. Il faut reconnaître aux femmes. Je vais bien dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Même pas chez les parlementaires. Chez les parlementaires, c'est... Vous savez, le fait que les gens ne pensent aujourd'hui, le fait que les politiciens ne pensent qu'à se faire réélire, ils ne pensent qu'à ce poids démographique-là qui est le religieux, parce qu'on dit le Mali quand même, c'est 95% de la population est musulmane. Donc du coup,
ça veut dire 95% doivent être d'accord avec moi. Et si le leader religieux dit qu'il ne faut pas parler de planification familiale, que moi je viens parler de planification familiale, ça veut dire que je prends le risque de pouvoir perdre dans ces 95%, peut-être 50%. Donc l'équation est simple, effectivement. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui fait que nous avons des leaders politiques aujourd'hui trop peureux. En fait, ils ont peur. Ils ne veulent que conserver leur place. Ça fait qu'ils tiennent des discours assez démagogues, ceux qui tiennent devant les femmes et ceux qui tiennent après devant les autres. Devant un public jeune, oui, les jeunes sont au cœur de mon programme. Devant les femmes sont au cœur de mon programme. Donc, du coup, comme on l'a dit, qui sème partout ne récolte nulle part. Ils n'ont pas une ligne claire. Donc, du coup, ils sont dans tout et après, ils sont là, ils savent même pas. Je crois que ça peut faire écho à des réalités largement partagées, mais on entend ça. Peut-être... Oui. Sur la question de est-ce qu'on travaille avec les parlementaires, oui. Je dirais oui. À Pathfinder, nous avons une communauté d'action pour la promotion et la protection des droits en santé sexuelle et reproductive. Et cette communauté d'action est coordonnée par l'Association des femmes juristes du Burkina, qui travaille avec les parlementaires pour faire alors, travailler avec, oui, je crois qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui font ce travail de sensibilisation, auprès des parlementaires. Mais est-ce que vous auriez quelques noms de parlementaires qui se lèvent et qui font des plaidoyers qui portent sur ces questions-là? Celle qui est devenue actuellement ministre de la promotion de la femme, Laurence Ilboudo, c'était vraiment une de nos vaillantes. Elle est toujours aussi vocale maintenant. Oui, elle est devenue ministre de la promotion de la femme et nous espérons que ça va continuer à l'Assemblée. C'est intéressant de voir que les réalités d'un pays à l'autre sont quand même différentes et qu'il faut prendre ça en considération. Peut-être juste une ou deux dernières questions avant de terminer. Je vous en prie. Alors, nous voyons 1, 2, 3. D'accord, très bien. Question de témoignage. J'avais une question sur comment, dans le combat que vous menez, vous vous êtes inspiré un peu des méthodes des associations de lutte contre le VIH. Vous y avez fait référence, mais moi je trouve qu'elles sont assez fondatrices sur la manière de se mobiliser ou d'avoir mobilisé les communautés. Vous avez fait référence dans votre témoignage à ce que vous avez entendu à un moment difficile et comment ça vous a apporté dans votre engagement. Donc voilà, j'ai une question qui est un peu comme ça, c'est comment autour de ces enjeux vous travaillez avec elles et comment potentiellement certains de vos promoteurs sont de fait peut-être aussi militants de ces organisations. Après, c'est un témoignage qui n'a rien à voir avec vos pays. Moi, il se trouve que j'ai suivi un programme au Tchad sur la promotion de la santé maternelle et les questions de droits des femmes. Et on a été amené à monter une campagne de promotion annuelle sur plusieurs endroits dans le pays, alors avec un pays qui est compliqué, mais qui a des problèmes au niveau de son système de santé, certes, mais une forte mobilisation communautaire qui s'est organisée au début autour de comment bénéficier du dividende démographique, avec un slogan qui était 50 millions de Tchadiens en 2025 ou 2050, peu importe, cela mérite réflexion. Et sur cette base-là, chaque année, il y a eu des campagnes de promotion sur les 4 trop sur les enfants, donc trop proches, posant trop tard, posant tout le problème de l'accès aux soins, de la capacité à avoir accès aux structures de santé, décider du choix d'avoir des enfants, combien et quand. Et de fait, c'est arrivé au Parlement progressivement. Et on s'est rendu compte que les principaux promoteurs et soutiens de la démarche étaient là, les leaders musulmans, qui étaient très à l'écoute, au début méfiants, mais sous la pression de leur communauté, donc des femmes, des mamans, des filles, ont porté le discours progressivement. Alors ça fait 4 ans que ça dure, mais je pense qu'ils ont fait évoluer déjà au niveau d'un certain nombre de leaders
la perception, la manière de penser, puis progressivement, bien sûr, ça s'est remonté dans l'appareil de l'État, alors avec les limites de l'État tchadien sur les capacités d'un système de santé qui est vraiment très, très défaillant, mais c'est devenu un sujet. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça se passe dans cet endroit, dans ce pays-là, de cette manière-là, et vos témoignages qui sont très forts résonnent beaucoup par rapport à cette expérience. Merci beaucoup, vous aurez l'occasion de rebondir là-dessus. Une question, monsieur, une question, madame, une autre question, et on s'arrêtera là pour cette discussion qui pourra se prolonger autour d'un verre. Donc, bonjour, Charlène du Planning Familial. Merci pour vos présentations et vos témoignages qui étaient fort intéressants. Voilà, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est pour aborder la question sous un autre angle, même si elle était sous-jacente. On entend énormément parler, quand on parle de droit santé sexuelle reproductif, de capture de dividendes démographiques, de limitation des naissances. Mais je voulais savoir ce qu'il en est de l'approche par les droits fondamentaux, c'est-à-dire de la capacité des femmes à faire des choix sur si et quand elles souhaitent se marier, si et quand elles souhaitent faire des enfants. Est-ce que c'est audible par vos décideurs politiques, voilà, cette question de pas uniquement de reproduction ou de santé maternelle et infantile, mais vraiment de santé sexuelle, d'épanouissement sexuel, etc., des femmes. Voilà. Vaste débat. On essaiera d'y répondre très rapidement, mais je pense que c'est le genre de discussion qui va se prolonger autour d'un verre. Oui, je vous en prie. Merci. En fait, je comprends que nos championnes sont vraiment conscientes de la question qui reste encore pertinente, c'est-à-dire quoi, le poids, le poids des religieux sur la vie des populations, c'est une évidence en Afrique de l'Ouest, mais nous vous encourageons à travailler toujours, mais aussi à responsabiliser, c'est une proposition, à responsabiliser les leaders de la société civile, qui sont eux indépendantes, indépendants, pour que les politiques, en voyant les masses traîner derrière les leaders de la société civile, peuvent quitter les religieux vers la société civile. C'est une des solutions. Je voulais aussi que, peut-être à la conclusion, vous parliez des sanctions. Les sanctions qui sont prévues par rapport aux lois que vous avez évoquées là. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de lois votées. Mais est-ce qu'il y a des sanctions par rapport aux avancées? D'accord. Parce qu'il y a toujours des écarts entre le vote et l'application des lois. Est-ce qu'il y a les lois prévoient des sanctions? Je crois que la réponse va être assez rapide, peut-être décevante, mais rapide. Dernière question pour monsieur. Oui, Gérard Dambélé, Fédération Euro-Africaine de Solidarité. J'ai été directement touché par les témoignages personnels de Mme Diko, qui soulève quand même la place de l'éducation, parce que si elle a pris conscience, c'est parce qu'elle était à l'école. Qu'est-ce qu'il en est des filles qui ne vont pas à l'école? Ce qui est notamment le cas des filles en milieu rural. Est-ce que vous continuez à intervenir en milieu rural? Je sais qu'Équilibre des populations partait au Mali, en région de Caille, avec notamment des femmes migrantes ici, mais c'est arrêté à ma connaissance à cause de la crise au Mali. Ce n'est absolument pas arrêté, mais... Ah bon, d'accord. Bon, bref, comment intervenez-vous en milieu rural? Comment traitez-vous cette question en milieu rural? La question, effectivement, des interventions en milieu rural et en milieu non scolarisé, qui est une vraie question. Alors... nous allons être efficaces, car il nous reste une dizaine de minutes. Alors, sur la question des alliances, puisqu'on est dans le cadre d'Alliance Droit et Santé et que la stratégie qui est portée par Alliance Droit et Santé, c'est vraiment de mobiliser très largement. Comment fait-on ou ne fait-on pas alliance avec les activistes et les ONG impliqués dans le cadre de la lutte contre le VIH? Première question. Qui souhaite répondre à ça? Alors, par rapport aux associations, aux ONG qui œuvrent dans le domaine de lutte contre le sida, il faut reconnaître que beaucoup de ces associations aujourd'hui se sont penchées, malheureusement il s'en va,
Il va revenir. Ok. Il faut reconnaître on que lui fera passer le message. Je crois qu'il a plein de collègues dans la salle. Ok. Beaucoup de ces ONG aujourd'hui interviennent aussi dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Donc, du coup, on travaille ensemble. Et nous, au collège, le mouvement qu'on a créé, c'était un club anti-sida. Et parce qu'à l'époque, c'était plus facile de parler du VIH-Sida que de parler de contraception ou de santé sexuelle et reproductive. L'autre chose, c'est que votre question m'a beaucoup plu parce que la question du VIH-Sida, à un moment, ça a été un succès. Pourquoi? Parce que il y avait une volonté politique accrue. Si vous partez aujourd'hui au Mali ou un peu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans chaque département ministériel, il y a une section dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, il y avait des sections, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la primature, mais au niveau de chaque département ministériel, il y avait une section, même au niveau du ministère de la Défense, une section qui est dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, tout le monde a vu l'exploit qu'on a pu faire en matière de lutte contre le sida, le fait qu'on a pu quand même maîtriser la transmission et tout. Mais on ne fait pas la même chose pour la planification familiale, pour la santé sexuelle et reproductive, malheureusement, alors que cette question de planification familiale et de contraception constitue aujourd'hui un véritable levier, un véritable champ de bataille. Ceci m'amène à répondre à la question de Madame du planning familial, notamment par rapport aux dividendes démographiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde parle de capture des dividendes démographiques, mais des fois, moi-même, je me demande, est-ce que les gens réalisent qu'est-ce que c'est que le dividende démographique en tant que tel? Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. On parle de dividende démographique, mais sur d'autres angles. On oublie très souvent de l'aborder sur l'angle droit sexuel. On pense que oui, dividende démographique, l'espacement des naissances, alors que ce n'est pas ça du tout. Il y a ça, mais ce n'est pas que ça. Le dividende démographique, pour pouvoir le capturer, il faut qu'on s'implique davantage. Il faut qu'on sache qu'en 2020, on aura tel nombre de Maliens et que l'État sera en mesure de pouvoir procurer la santé, l'éducation, la protection, la sécurité à tous ses fils. Il ne faut pas seulement voir l'aspect. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité, d'immigration et tout, mais on oublie que tant qu'on ne va pas maîtriser le dividende démographique, on ne pourra pas faire face à ces autres problèmes. Tant qu'on ne va pas maîtriser la santé, l'éducation, l'accès aux services sociaux de base à tous les Maliens, on ne pourra pas maîtriser le problème de chômage, on ne pourra pas maîtriser le problème d'immigration, on ne pourra pas maîtriser le problème de sécurité. Donc, ceci est très important qu'il faut que nos dirigeants et même nos partenaires de mise en œuvre arrivent à comprendre comment utiliser la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale pour pouvoir faire la capture du dividende démographique. Sur cette question, j'aimerais juste souligner quelque chose qui peut paraître un peu étrange peut-être par rapport à des ONG françaises ou féministes activistes. La plupart de nos partenaires, y compris nos partenaires les plus militantes sur la question des droits des femmes, se sont vraiment appropriés la question des enjeux de population et mixent dans leur discours ce double intérêt qui est à la fois la question de la parentalité responsable, de la maîtrise de la croissance démographique et de la question des droits des femmes. Ce qui peut paraître un peu compliqué peut-être par rapport à notre propre histoire ici en France, mais je crois qu'en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment ces intérêts convergents qui permettront à un moment donné de faire en sorte que ces sujets-là soient dans les priorités politiques. Donc je crois qu'il y a nécessité de rassembler très largement avec des sensibilités différentes, des perspectives différentes, mais c'est grâce à ces différentes perspectives qu'on arrivera en tout cas, c'est le résultat des dialogues qu'on a avec les partenaires locaux, qu'on arrivera à faire inscrire ce sujet au niveau des priorités politiques, ce qu'a réussi à faire le VIH-Sida. Et là, peut-être qu'il faut aussi les partenaires et la communauté qui travaille sur la question de la santé de la reproduction a beaucoup à apprendre de la lutte contre le VIH-Sida et de ce qu'a fait la communauté dans ce domaine-là, la communauté active en matière de lutte contre le VIH-Sida. Mais je crois qu'il faut aussi voir la question d'un autre angle, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une responsabilité fondamentale
des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida à adopter une approche un peu plus large et à intégrer les questions de santé de la procréation dans leur action. Je pense qu'on a besoin de mobiliser des canaux multiples, de mobiliser des ressources et de mobiliser des savoir-faire larges. Et il faut que chacun fasse un pas de côté sur son précaré pour avoir une approche la plus cohérente possible, me semble-t-il. En fait, moi, je voudrais répondre à madame par rapport au droit minimum des femmes au Niger, par exemple. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le code de la famille, en fait, dans le code de la famille, on dit à quel âge est-ce que la jeune fille peut se marier. Donc, et la date, enfin, l'âge, ça a été limité à 16 ans. Et du coup, les leaders religieux se sont levés, mais pourquoi non, c'est pas normal qu'on fixe un âge pour le mariage des filles. Et du coup, à un moment, beaucoup d'ONG et beaucoup de gens de la société civile sont allés vers les parlementaires, puisque finalement, c'est eux qui votent les lois, pour leur dire, écoutez, les leaders religieux, ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est vous qui avez le dernier mot, et vous pouvez très bien faire pencher la balance, en fait. Et ils sont très réticents, ils disent, mais non, je n'oserais jamais parce que ces gens-là, s'ils sont en colère contre toi, ça va être très compliqué, on ne pourrait jamais aller à l'encontre de ce qu'eux, ils veulent, on est obligé de laisser tomber. Voilà, ça marche comme ça. On a malheureusement, en tout cas au Niger, c'est-à-dire cette question de droit de la femme par rapport à quel âge elle a envie de se marier, à quel âge elle a envie d'avoir des enfants, à quel moment elle veut avoir des enfants quand elle est mariée. Ce n'est même pas encore sur la table. Voilà, c'est beaucoup plus des gens consciencieux qui acceptent que, par exemple, leurs enfants se marient à l'âge qu'ils ont envie de se marier, parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils ont été éduqués, parce qu'ils ont eu beaucoup d'expériences dans leur vie qui leur ont montré que c'est mieux de laisser la fille choisir à quel moment elle veut faire. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Mais étant donné qu'on a quand même un taux d'analphabétisme très élevé au Niger, c'est très difficile d'aller à l'encontre de ce que les leaders religieux pensent. Donc les lois ont un intérêt, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Et en tout cas, il faut que ça s'accompagne de mobilisation sociale, de sensibilisation. Je crois que c'est le fil directeur de, voilà, de ces échanges. Et je crois que c'est aussi important de se dire qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionnera et universelle. Dans le milieu du développement, sans doute dans le milieu des politiques publiques en règle générale, on est à la recherche du Graal. Vous savez, les bonnes pratiques qui peuvent être passées à l'échelle et qui peuvent permettre d'avoir des quick wins. C'est comme ça qu'on parle à l'AFD notamment, des impacts peut-être rapides, mais c'est comme ça qu'on parle de manière générale dans le développement. Et je crois qu'il faut là aussi peut-être accepter qu'on est dans des processus complexes qui nécessitent des approches multiples et qu'on pousse en même temps. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut faire passer comme message. Peut-être quand même une réponse à la question de que fait-on au niveau rural et au niveau des filles déscolarisées. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Justement, à ce propos, nous, avec l'ONG Pathfinder, nous avons des animateurs qui vont dans le milieu rural pour rencontrer les communautés. Les animateurs se sont répartis par zone et chaque animateur a en charge une zone de l'aire qui relève de l'aire sanitaire, de la formation sanitaire site. Donc même en zone rurale, on y va, on fait les sensibilisations. Et ils font aussi dans les écoles, mais pour ceux qui ne sont pas scolarisés, ils vont dans les villages pour parler aux femmes. À la question de savoir si après Thomas Sankara, on a tout laissé tomber, bon, je dirais que les choses ont évolué vite. Quand il était là, bon, comme aussi ça a été bref aussi le temps où il est resté. Mais après, bon, je dirais qu'on n'a pas tout laissé tomber. L'actuel ministre de la Santé, il est vraiment très engagé pour la question de l'APF et je vous disais qu'il avait annoncé la gratuité des prestations pour avril 2018. Donc, je peux dire que quand même, ça continue, même si
peut-être un peu plus lent que quand il était là, mais quand même. Merci beaucoup Marie-Victorine. On me fait des gros yeux par rapport à l'horaire. Donc peut-être juste, j'ai un ou deux messages à faire passer. Le premier, c'est que je crois qu'il y a des jeunes dans la salle et que leur a été communiqué une communication spéciale parce que Équilibre et Population va lancer une dynamique de mobilisation des jeunes en France sur la question des DSSR. Donc les jeunes qui se reconnaîtront et qui ont eu cette communication, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées si cette démarche vous intéresse. Premier message. Deuxième message, ne partez pas directement après ce débat. Il y a une exposition dans le couloir qui met en valeur justement les différentes initiatives en Afrique de l'Ouest sur la planification familiale, l'accès à la contraception. Ce sont des très belles photos qui ont été prises par un photographe bénévole qu'on remercie ici et qui a fait le tour d'un certain nombre de pays pour essayer de capturer cette dynamique qui a lieu sur le terrain. Et puis il y a un verre, donc n'hésitez pas à poursuivre cette discussion autour d'un verre. Juste peut-être la parole de la fin à nos invités. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voudriez faire passer avant que nous nous retrouvions dans le couloir? Alors, Marie-Victorine. À l'occasion de la journée mondiale des femmes, je voudrais m'adresser plutôt aux hommes. Aux hommes du monde entier, hein, pour leur dire que quand on parle de droits des femmes, ce n'est pas que nous ne revendiquons pas leur place, nous ne voulons pas leur arracher leur place, nous revendiquons simplement notre place à leur côté. Pas devant, pas derrière. C'est juste à leur côté. Ce n'est pas un combat de la femme contre l'homme. Je vous prie, messieurs, de ne pas prendre comme ça la chose. Et surtout, un cri de cœur. Laissez-nous décider du moment auquel nous sommes prêtes pour mettre notre vie en jeu pour faire un enfant. Je le dis parce que dans mon pays, le taux de mortalité maternelle, il est à 341 pour 1000 dans le DS 2010. C'est effroyable. Donc, ça veut dire que prendre la décision de faire un enfant, c'est jouer sa vie. Donc, s'il vous plaît, messieurs, laissez-nous décider du moment auquel nous sommes prêtes pour faire un enfant. Au pire des cas, décidons ensemble, mais ne décidez pas pour une femme du moment auquel elle doit mettre sa vie en jeu pour faire un enfant. Merci beaucoup, Marie-Victorine. Je suis sûre que quelques hommes dans la salle feront passer le message auprès de leur père. Adam ? Oui, alors, comme ma grande sœur a parlé par rapport à l'occasion de 8 mars, et moi, ça va être surtout un message de plaidoyer, puisqu'on est à l'AFD, et que l'AFD fait beaucoup de choses au Mali. Mais je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un cri de cœur à l'AFD, aux autres partenaires qui sont là. C'est vrai, quand on parle des droits sexuels, ça peut paraître assez vague. On dit oui, bon, on ne va pas avoir des résultats tout de suite. Les leaders religieux, il faut des changements de mentalité, beaucoup de choses. Donc, du coup, voilà, on ne va pas injecter de l'argent dans ça. Mieux vaut aller dans la sécurité ou autre chose. Mais, c'est que, au fait, nous ne sommes pas là pour quémander à la France ou à l'AFD de venir en aide à l'Afrique, surtout à l'Afrique de l'Ouest, pour maîtriser le dividende démographique. Pour moi, je pense que c'est un devoir de solidarité. Aujourd'hui, un responsable de l'AFD doit être coupé de sommeil quand il apprend qu'une femme, quelque part dans le monde, n'a pas accès à des méthodes de contraception, alors que l'AFD, à son niveau, peut faire quelque chose pour que cette femme-là puisse jouir de son bien-être familial. Donc, c'est vraiment un cri de cœur. J'appelle au devoir de solidarité pour qu'on agisse ensemble. Ce n'est pas aider l'Afrique, ce n'est pas aider le Mali, mais c'est plutôt aider l'humanité pour que chaque femme puisse avoir une vie digne de ses noms. Très bien.
Difficile de prendre la parole après ça. Safia? Justement, je ne vais pas parler. Ah, une minute de silence. Je vais chanter. تزايد رنة تزايد الرب ورديتي جمين في اللاسة ختماني ورديتي جيم إن كواري يعني عروان تسد واللامي وتردم في اللادي تجرو تورنادي. Merci beaucoup. Nous nous arrêterons sur cette voix qui rassemble toutes les voix des femmes, je pense. Et poursuivons donc le débat autour d'un verre. Merci beaucoup à tout le monde.